Ismaël, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, du sang belge et marocain, né en Belgique. Yes. Moi, c'est un message que je transmets aussi, vraiment j'interpelle le monde politique, tu vois. Les amis, s'il vous plaît, on a besoin de remettre les priorités. Alors je sais très bien, on va me dire oui, mais les finances vont mal et tout. Mais il n'y a rien à faire et à un moment donné, c'est la question de l'œuf et la poule. J'ai eu des discussions très franches, je peux le dire, avec Georges Louis. Où je dis, mais Georges Louis, mais la Belgique, elle m'appartient en tant qu'Algérien. Jamais. C'est le premier beau canapé à 15 000 euros, ce qui dans le temps a été comme si je vendais une Rolls-Royce. J'arrive chez le client, je livre, je le pose, et tu sais, le tapis n'est pas au point, les rideaux sont pas au point, les objets d'art sont plus de la décoration moyenne gamme. Et en fait, tu te dis, bah, les gens n'ont pas une culture générale nécessairement, et tu peux pas leur en vouloir. Ismaël, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, du sang belge et marocain, né en Belgique. Yes. Madame aussi, on y reviendra sur la famille. Le nom de famille, pour que je le dise bien, Boufrahi. 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 Boufrahi, ouais. Ça, je le dis bien. Boufrahi, si tu veux le dire. Boufrahi. Voilà, si tu veux le dire Alors, l'accent marocain. Pourquoi aujourd'hui on fait cette émission? C'est parce que je pense que tu fais partie de ces jeunes, hein, tu es encore jeune. 46, bientôt 47. Oui, mais entrepreneurs qui ont un parcours assez particulier, on va en parler, mais surtout qui peuvent donner l'envie à des petits garçons d'avoir des envies aussi. Exactement. Et on en reparlera après. L'envie d'avoir envie, disait Johnny Hallyday, mais de pouvoir y arriver. Et que ce n'est pas, faut pas forcément être né avec une cuillère en or dans la bouche pour pouvoir y arriver. Exactement. Après, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'abnégation, il y a des passions. Donc, c'était pour faire un peu le tableau. Tu es marié, tu as 3 enfants. Yes. Qui sont déjà... Ouais, le grand a 18 maintenant, Là, le juif. Yasmine, la deuxième qui a 16, et ensuite la dernière qui a 10 ans. Mais là. Quand j'ai travaillé pour préparer l'émission avec toi, ce qui m'a surpris, c'est cette volonté de très vite l'indépendance, te marier très vite. Tu es rentré à l'armée au paracommando, qui est quand même très particulier, mais parce que tu faisais du karaté, du sport de haut niveau, et que tu disais, c'est marrant parce qu'on a le même à ce niveau-là, on a le même parcours. Moi, je suis rentré à l'armée à l'époque parce qu'on avait un salaire. Ouais, c'est ça. Et pour ton information, je suis rentré au para aussi. Donc c'est très marrant quand j'ai vu ça à Marche-les-Dames. Et donc, tu fais ça pendant 2 ans, tu te blesses, mais tu te rends bien compte que, après je te laisse la parole, que c'est pas forcément ça que tu veux faire. Pas tout de suite. Tu vas travailler. Je m'en rends pas compte directement. C'est-à-dire qu'au moment où bien sûr, tu quittes ta famille, tu quittes l'université. Moi, j'étais assez doué en mathématiques. Donc, j'étais parti pour faire une licence en sciences commerciales. Et j'étais doué pour ça. Tu voulais faire Solvay même à un moment. C'est ça, exactement. Ingénieur commercial. Et tu sais, tu rentres, tu es doué, tu es bon en maths. Moi, j'ai fini ma 6e avec 99% en maths sur une année. Hein, donc, et puis, tu dis à papa, écoute, je vais aller devenir paracommando, c'est qu'il y a quand même une vraie volonté derrière. La volonté de faire du sport et de le maintenir à un très haut niveau. Et papa, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, papa, je pense qu'il a toujours été derrière moi parce qu'il sait, depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, tu sais, je me levais à 5 h du matin, j'allais faire un footing de 20 km avant d'aller à l'école. Donc, il sait qu'il a un fils qui est courageux, qui a envie, qui aime le sport. Je suis karatéka international. Et il sait que je ne fais pas un choix de facilité. Et ça, il l'encourage. Donc, bien sûr, quand tu dis à ton père, je vais aller chez les paras, ça l'amuse pas, mais mon père n'a jamais été contre. Ma maman, si, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Ah ouais, c'est une maman. Ah, c'est une maman. Mais mon papa, non, mon papa avait assez confiance. Et surtout, je lui avais expliqué la volonté. Je lui ai dit, papa, je vais faire 5 ans en Solvay, je sors. Eh ben, il faut encore une spécialisation. Alors, parce que ce que tu racontes, c'est que tu dis, bon, c'est bien faire Solvay, mais c'est du temps de perdu. J'ai pas envie d'être sur un banc tous les jours. Je l'ai pas tellement dit comme ça. Disons que ma volonté à ce moment-là, c'est que si tu veux, c'est parce que moi, j'encourage les jeunes à faire des études. Attention, j'encourage. Mais moi, à cet âge-là, ce que je veux, c'est avoir une situation. Je ne cherche pas à être riche. Je cherche à avoir une indépendance, ne pas dépendre de mes parents, avoir une situation qui me permette d'avancer dans la vie tout de suite. Et surtout, continuer à pouvoir faire du sport. Le karaté, ça ne va jamais payer. Donc, tu ne vas pas devenir, riche avec du karaté. Et donc, j'ai dit, OK, je vais être para. Je pourrais pousser mon expérience sportive plus haut. C'était une bonne expérience. Ça a été une superbe expérience. La formation paracommando est extraordinaire. Et, moi, la rigueur, un peu comme dans le magasin ici. Ça t'apprend tout. Ça t'apprend tout. Il y a des restes de paracommando ici. Je pense que, quand même, il y a des choses. Souvent, on me pose cette question. On me dit, t'es rigoureux parce que t'as été para. Je dis non. J'étais para parce que j'ai été rigoureux avant. Donc j'aimais déjà la rigueur. Avant d'aller faire mes jogging, je faisais mon lit déjà. Je me disais, si je me foule la cheville et que j'ai un ambulancier qui me raccompagne dans ma chambre ou à la maison, je veux qu'on rentre et que et la rigueur, ça vient aussi des parents.
Oui, 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 oui. Honnêtement, j'ai eu la chance d'avoir une éducation où, voilà, papa me disait, Isma, tac, 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 il fallait être soigneux, il fallait être propre. On était une famille nombreuse, 10 enfants. Si t'as pas des enfants. 10 enfants à la maison? 7 Ah, il sœurs faut de et l'ordre. 2 frères. Voilà. Si t'as pas Ouais. d'ordre, ça marche pas. Et pour ça, je remercie mes parents, ma famille de m'avoir montré le bon exemple. Après ça, il y a une belle-sœur qui te fait rentrer comme, au début, Ouais, vendeur, c'est ça. euh, Quasi stagiaire. stagiaire, enfin, dans un magasin de meubles, mais enfin, de cuisine. Non, c'est un magasin, oui, à la base, pour m'occuper du compartiment cuisine. Mais c'était un magasin de meubles dont les patrons étaient d'origine turque, à la place Litz, à Scarbeck, et qui sont bien sûr, les patrons sont devenus de très bons amis. Et oui, à la base, ils cherchaient une vendeuse. Et ça se fait vraiment par hasard. Ma belle-sœur qui dit au patron, mais tiens, pourquoi t'as pas quelqu'un qui peut nous conseiller, qui parle convenablement le français, sachant que les magasins turcs de ce temps-là ont surtout des conseillers, des conseillères qui parlent turc, Ouais. comprennent le français, mais pas très très bien, parce que leur clientèle était principalement turque aussi, hein, donc c'était normal. Et puis il dit, ouais, bah, je cherche une vendeuse, justement, on a les cuisines, et ci et ça. Et tu sais, j'arrive, je me présente. Tu es devenue la vendeuse. Je suis pas une vendeuse, tu vois. Et, euh, et voilà, mais le contact est bien passé. Ouais. Moi, je t'avoue que voilà, j'y vais parce qu'à un moment, il faut avoir un boulot et je suis le genre de mec. Il faut manger. Voilà, c'est tout, point. À ce 4 moment, ans, tu fais là. je fais 4 ans. Ouais, je fais 4 Ouais, ans c'est et bien. bien sûr, j'évolue pendant ces 4 ans et c'est lui qui décide d'arrêter, c'est pas moi. Pas moi. Beaucoup de gens pensent que j'ai voulu être indépendant. J'ai pas voulu être indépendant. Ouais. Il décide d'arrêter. En fait, moi, j'étais amoureux de ce lieu de travail. Je mettais toutes mes tripes dedans. Je bossais comme si c'était le magasin de mon père. Et le jour où il a décidé d'arrêter, donc je vais le voir, il me dit ouais non. Ça a été dur. Oui, oui. Au moment où lui m'a dit qu'il voulait arrêter, honnêtement, je l'ai très mal pris parce que moi, je donnais tout pour mes patrons. Et tu sais, il dit j'arrête. Et lui a été très très sympa parce qu'il m'a dit Smart, toi, je te garde à vie. Et on a un autre magasin là-bas, on continuera à travailler ensemble. Et moi là, je lui dis mais non, non, moi retourner à Scarbeck, ça m'intéresse pas parce que là j'étais en Anderlecht et j'avais aussi créé ma clientèle, mon réseau. J'y croyais beaucoup. Et je dis non, non, moi là, Scarbeck, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve dommage, ici, vous avez vraiment un chouette lieu qui a encore beaucoup de potentiel, mais lui n'avait pas la même vision que moi, La même vision. tout simplement. Après, dans le côté entrepreneuriat, ça arrive parce que avec ton épouse, vous faites beaucoup de commerce, du shopping, hein, et tu te rends compte que tu as une espèce de vocation, de goût Oh, pour les meubles de qualité, pour les belles choses. Hein, il y a- Ça, je l'ai même découvert avant même de commencer, en fait, c'est en faisant mon appartement. Et là, j'étais pas encore marié, parce que j'achète mon premier appartement avant de me marier. J'ai justement. C'est toi qui fais la décoration. C'est moi qui fais tout, en fait. Je transforme, et c'est là que je me rends compte qu'effectivement, j'ai une prédisposition, je vais le dire ça comme ça, Une prédisposition. une prédisposition aux meubles haut de gamme. Et ça, tu le fais par hasard. Hein. C'est-à-dire que tu rentres dans un magasin, par exemple, multi-brand, où tu as des meubles pas chers, moyen de gamme et haut de gamme, et ton œil s'arrête sans connaître le prix, sans sur en voir, celui qui est le sur plus celui cher. qui est souvent le plus cher. Et puis tu te dis, ah, mais pourquoi je flash sur ça? Pourquoi je flash sur ça? Et dans les meubles plus chers, c'est souvent plus beau. Alors, souvent plus beau, c'est pas que souvent plus beau. Bien sûr, Mais ça arrive. Oui, mais pas que. Tu pas peux que. avoir des meubles très chers qui sont vraiment laids, je vais dire ça comme ça, qui sont pas beaux, qui sont de mauvaise qualité. Et ça, c'est ce qui est devenu aujourd'hui mon travail. Et moi, je suis devenu aujourd'hui un expert en mobilier. On a 180 marques que l'on compare tout le temps, que l'on challenge tout le temps, ce qui nous permet d'avoir, tu sais, des tableaux un peu comme dans le temps test achat, où tu peux sélectionner chaque produit, de différentes marques, et les comparer réellement parce que tu connais les prix d'achat, les prix de vente de chaque fabricant, ce qu'une usine n'a pas. Une usine n'a pas accès aux autres usines. Moi, j'ai accès à toutes les sources de mes fabricants. Chez Desta, ici, on voit qu'il y a il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, des choses de Ici, qualité. on est dans les collections haut de gamme. Oui, on est dans du haut de gamme, aussi bien aussi dans les tableaux, dans les livres de collection, dans le pop art et dans tout ça. C'est ce qu'on appelle la cohérence, Stéphane, tu vois. Quand j'ai commencé, moi, au tout début, c'était un peu par hasard. Hein. J'ai rentré, on a lancé D-Style en 2011, et au début, c'est depuis Anderlecht. Donc, on vend de l'entrée et du moyen de gamme, et puis on décide, mon beau-frère et moi, hein, parce qu'il est associé avec moi, de faire une collection haut de gamme, mais depuis Anderlecht. Et si tu veux, mon premier canapé, j'oublierai jamais, c'était le premier beau canapé à 15 000 euros, ce qui, dans le temps, a été comme si je vendais une Rolls-Royce. J'arrive chez le client, je livre, je le pose, et tu sais, le tapis n'est pas au point, les rideaux sont pas au point, les objets d'art sont plus de la décoration moyenne gamme. Et en fait, tu te dis, les gens n'ont pas une culture générale nécessairement, et tu peux pas leur en vouloir. C'est souvent des experts dans leur domaine, médecins, dentistes, conseillers fiscaux, qui sont des références dans leur domaine, mais qui n'ont soit pas pris la peine, soit n'ont pas été passionnés par ça, et tu peux pas leur en vouloir. Mais tu leur dis, les gars, vous avez les moyens, vous êtes fait un beau salon, maintenant un beau salon, 10 beaux tapis. Les goûts et les couleurs. Ouais, c'est pas que les goûts, hein, c'est aussi une culture, faut connaître un peu. Et donc, on a été tout doucement vers la décoration pour compléter un intérieur et en faire un projet cohérent. Ah donc, il y a le magasin, mais tu peux aller chez quelqu'un qui a un peu les moyens et lui dire, dans votre maison, on va adapter votre maison par rapport à nos meubles.
Et le mur, la tapisserie et tout ça. C'est 80% de notre travail. Bon, on va rentrer dans un sujet qui est sensible, mais on doit en parler. On est comme dans une conjoncture très compliquée, C'est vrai. mais on le voit bien. C'est bien que tu le dis, c'est vrai. Hein, le gouvernement, Pas évident. on fait des réformes. Toi, tu viens d'un milieu où avec 10 enfants, tu es arrivé chef d'entreprise. Est-ce que tu trouves qu'on a une bonne lecture de ce qui se fait actuellement, de notre jeunesse Absolument pas. Ah non, non, absolument pas. Malheureusement, que ce soit au niveau de la jeunesse, au niveau de la circulation, de la mobilité. Tu sais, quand tu analyses juste les routes. Moi, je suis bruxellois de naissance, donc les routes, je connais bien. Le parc automobile, il a été multiplié par combien en 50 ans? Par un nombre, je pense, incalculable. On est passé peut-être de, je vais dire, 100 000 voitures à des millions de voitures. L'État, le gouvernement, a pris des taxes de roulage, des taxes de circulation, les amendes, hein, on est aujourd'hui rackettés. Qu'est-ce qui a été amélioré sur les routes? Quels sont les grands rings qui ont été construits? Quels sont les nouveaux tunnels, les nouveaux ponts? On a un réseau automobile qui n'a quasi pas évolué en 40 ans. Ça, c'est un échec total du ministère de la Mobilité. Tu prends aujourd'hui la jeunesse. On a une jeunesse incroyable. On a un noyau que l'on frustre tout le temps. Quelles sont les perspectives que l'on donne? Aujourd'hui, moi, je le ressens parce que j'ai la chance de justement accompagner des chefs d'entreprise. Et je vois que beaucoup commencent à quitter l'Europe. Et je ne sais pas si on se rend compte. Quoi, c'est la fuite de nos talents? Ben, bien sûr. On est en train, malheureusement de dégoûter les gens de l'Europe. Parce qu'on tire sur tout. Et on tire sur tout le monde. Et ce n'est pas constructif. Oui, il y a ce truc. Alors moi, je n'ai jamais de problème d'en parler. Tout le monde sait comment je me positionne. En fait, moi, ce qui m'énerve, et c'est ce que je dis aussi souvent quand je suis dans des émissions télé, on a interdit tout à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tu peux pas boire d'alcool ou tu peux en boire. Le voile, tu peux en mettre ou t'en mets pas. Mais est-ce qu'on pourrait pas vivre dans une société un peu où on laisse les gens vivre comme ils ont envie de le faire, en respectant les règles de la Belgique, puisque là on est en Belgique, mais est-ce qu'on n'est pas tout le temps en train d'essayer de chercher des noises à tout le monde? Écoute, c'est dingue que tu m'en parles parce que c'est un sujet qui effectivement moi m'affecte. Bah, comme tout le monde le sait, je suis belge de naissance. Je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai été éduqué par l'enseignement belge, mais je suis aussi d'origine marocaine et très fier de ça. J'ai mes deux parents marocains, j'ai du sang marocain. Je m'appelle de mon vrai nom Boufraï Mohamed Ismaël complet. Donc, je veux dire, j'ai cette richesse d'avoir les deux. Et tu sais, quand tu as cette richesse d'avoir les deux, tu as aussi l'amour des deux. Et tu te dis, en fait, tu analyses et tu essaies de prendre le meilleur de chaque côté. Et puis, tu vois aussi l'esprit de beaucoup de nos politiques, avec qui j'ai des discussions, qui, honnêtement, me désolent. Me désolent parce que je vois des gens qui sont censés nous gouverner, censés me montrer l'exemple, et au lieu d'apprendre à nos enfants la vraie tolérance, tu as dit tout à l'heure un mot très juste, le vivre ensemble. Vivre ensemble. Ouais. Ça ne veut pas dire, Steph, je suis pote avec toi si tu penses comme moi. Si je dis ça, je suis un imbécile. Hein. Parce que ça veut dire que je m'entoure que des gens qui pensent comme moi. Et je vais jamais grandir. C'est intelligent ce que tu dis. C'est qu'on ne doit pas forcément être tous amis, mais on accepte de vivre ensemble avec nos différences. Et c'est ça le respect du vivre ensemble. C'est pas dire, ouais, mais tu sais, Isma, toi, t'es bon, t'es bien, si t'es comme moi. Non, je suis désolé, Isma, il est bon. Oui, on n'est pas dans des cases, hein. On ne vit pas dans un pays de cases. Aujourd'hui, c'est ce que mon papa m'a appris. Tu n'es bon que par ton attitude. L'attitude, c'est quelque chose dont on ne parle plus. Avoir une bonne attitude. Être bon vis-à-vis des autres. Faire le bien avec ses voisins, avec ses amis. C'est ça, être bon. C'est pas t'as un foulard sur la tête ou pas, ou tu bois un verre d'alcool en soirée ou pas. Ça devrait être... exactement. Mais ça devrait être que chacun fait comme il a envie de faire. Tu peux pas en vouloir qu'il y ait un mec à côté de toi qui boive de l'alcool, mais comme tu peux pas en vouloir qu'il y ait un mec qui n'en boit pas. Exactement. Moi, je trouve ça moi, j'ai des copains qui ne boivent pas un verre d'alcool. Tu parles du voile. On est en Belgique. Il y a quand même pas mal de femmes voilées, surtout nous ici à Bruxelles. On a pas mal. Il y a 1 million. 1 million de musulmans. De donc on a la moitié, c'est des femmes. Dans cette moitié-là, il y a quand même, je pense, quelques centaines de milliers qui en portent. Je trouve un petit peu ridicule au sein du gouvernement de l'interdire, en fait. Qu'est-ce que ça montre? C'est un faux combat? Non, c'est pas un faux combat, c'est un vrai combat. Hein. Attention, c'est de leur part, hein, c'est un vrai combat. Et c'est ça qui est très dommage. Ils se mettent à dos leur propre population. Moi, j'ai eu des discussions très franches, je peux le dire, avec Georges Louis, où je dis, mais Georges Louis, mais la Belgique, elle m'appartient autant qu'elle t'appartient, en fait. À quel moment, toi, tu penses qu'elle nous appartient moins qu'à toi? Tu as dit ça à Georges Louis, et qu'est-ce qu'il te répond? Il répond que, oui, non, mais tu sais, Isma, il faut se mettre dans la peau des gens. S'ils arrivent une fois à la commune et que tu imagines une dame de confession juive qui arrive au comptoir et qui voit une femme avec un voile. Je dis, mais Georges Louis, moi, tous les jours que je suis arrivé à la maison communale, où il y avait derrière un mec, tu le vois dans ses yeux, il est raciste. Il n'a pas envie de te dire bonjour, il ne te sourit pas. Qu'est-ce que tu fais pour lui enlever? Oui, et puis il y a aussi les messieurs de confession juive qui ont des signes ostentatoires que ça dérange pas. Enfin, moi, ça me dérange pas. Non, je vais te dire 99% de la population dans toutes les confessions, qu'elles soient athées, je veux dire chrétiennes, juives, musulmanes laïques ou autres, hein, elles sont bonnes. On est dans une bonne société.
On devrait juste, nous, en fait, éduquer nos enfants à la tolérance. Mais qu'est-ce que tu réponds alors quand certains disent on est dans un pays laïque, alors on doit respecter toutes les traditions du pays? Mais qu'est-ce que la laïcité? Les gens ne connaissent pas ce que c'est la laïcité. Non, Laïcité c'est pour ça que je commence te par le pose respect C'est de pour ça que je te liberté pose la d'autrui. question. Non, les gens parlent en fait sans savoir de quoi ils parlent. Tu sais, on a des conventions de Genève, elles datent de 1905. Le respect du culte. Alors tu dis oui, on est signataire des conventions de Genève 1905. La convention, ça commence par ça, le respect du culte de chacun. Comment tu peux dire je suis comme ça et puis en même temps dire non, mais je vous l'ai interdit quand vous rentrez là, quand vous rentrez là. Alors, j'ai une discussion encore récente. On a critiqué des pays, certains pays dictatoriaux. Parce que, on peut le citer, l'Iran, pendant des années, ça a obligé les femmes à le porter. En Arabie Saoudite, on a tous critiqué parce que les femmes ne peuvent pas rouler en voiture jusqu'à très peu de temps. Donc nous, en tant qu'enfants, on a grandi ici, dans l'Occident, on est des enfants de l'Occident. On nous a dit là-bas, ça, c'est pas bien. Regardez, c'est des mollahs, c'est des dictateurs. Et c'est très bien, on a combattu ça. Et aujourd'hui, on a des gouvernements qui forcent les femmes libres de le retirer. Je ne sais pas si on se rend compte, quand tu me dis combat, est-ce qu'on se rend compte à un moment donné, quelqu'un au gouvernement qui dit, les gars... Il y a un truc d'illogisme. Par exemple, moi j'ai eu le bonheur, et c'est vrai, de vivre à Alger pendant 2 ans. Enfin, en Algérie, d'ailleurs, pas que Alger. Ah ouais, donc en Algérie. Dans le pays. Moi j'étais là-bas, j'ai vu des dames voilées, mais aussi des jeunes filles pas voilées. Je n'ai jamais senti une seule fois des problématiques à Alger où il y avait des gamines qui n'avaient pas le voile et on les montrait pas du doigt, quoi. J'avais une secrétaire qui était voilée et j'en avais une autre à la fédération algérienne qui ne l'était pas. Ça, c'était pas un problème. Et ça devrait être que les compétences qui jugent, pas ce qu'elle a sur la tête, et c'est ça qui est dommage. Nulle contrainte en religion, que ce soit dans la pratique ou dans la non-pratique. On ne peut pas forcer à quelqu'un. Tu choisis d'être religieux ou pas. Et tu sais, c'est marrant parce que moi, tu sais que je vais souvent en Italie de par mon métier, et je vais encore aujourd'hui, en 2025. Tu arrives à l'aéroport de Rome, tu vois des sœurs voilées. Je veux dire, qui est-ce que ça dérange en fait? Toi, demain, tu vois une sœur voilée, une sœur chrétienne, ça te dérangeait? Moi, j'ai un truc complètement. Alors, je dois être excessif à l'inverse. C'est que moi, je suis complètement dans le vivre ensemble, mais à 100%. C'est pas excessif, ça devrait être la norme. Non, mais j'ai été éduqué, j'ai eu cette chance d'avoir des parents comme ça. Ça devrait être une norme. J'ai toujours un exemple, c'est rare que j'en parle, mais comme ça avec toi, je peux en parler. Moi, j'avais Zachary Ogbani, c'était mon copain marocain de classe de toute ma jeunesse. Le Zach que je vois encore de temps en temps. Qu'on salue alors. Moi, je me rappelle que quand il était dans ma classe, ses sœurs, donc mes parents, ils venaient chez moi, Zachary. Ses sœurs étaient voilées. Je n'ai jamais entendu. Bon, je suis âgé, 58 balais, mais ça n'a jamais été un sujet. J'ai jamais entendu mes parents, ni à l'école, ni mes copains. C'est devenu, je pense, depuis une quinzaine d'années, les politiques qui ont créé ça, où maintenant ça devient des sujets. Alors, je sais déjà qu'après cette vidéo, on va me dire que je suis un gaucho et que... Alors converti. Non, mais que ça n'a complètement rien à voir avec ça. C'est juste du bon sens. Du bon sens. En parlant de ça, de la politique, tu n'as jamais voulu en faire? Ah non. Je veux garder cette liberté de parole et je veux dire cette intégrité aussi. Malheureusement, je suis très déçu du monde politique, très déçu. Quand tu vois ce que les politiques te disent en off et puis ce qu'ils disent quand ils sont, enregistrés ou quoi, c'est une tristesse incroyable. Je connais beaucoup de politiques, beaucoup m'ont approché également. Et non, j'ai la chance d'avoir chacun pour soi, ce milieu-là. Ouais, oui, c'est même plus que ça. Hein. C'est même plus que du chacun pour soi. Si c'était que ça, et qu'on était un peu égoïste et qu'on pensait à ça, ça serait bien. C'est de l'ego surdimensionné. De l'ego, du mensonge. Et le problème alors je ne vais pas bien sûr généraliser, il doit certainement y avoir des exceptions, mais le problème de l'homme politique aujourd'hui, c'est que c'est toujours des carrières qui se basent sur un mandat court terme. Alors on dit n'importe quoi pour plaire, et puis on n'a pas le temps en fait pour réaliser, puis on redit n'importe quoi pour plaire, et finalement non, c'est pour ça que des fois, moi j'aime bien remettre en question un peu la démocratie. Sincèrement, sans bien sûr être d'un extrême ou l'autre, mais juste de manière intelligente et de réfléchir, tiens, est-ce que la démocratie est finalement ce qu'il y a de meilleur? Parce qu'au final, tu sais, demain, tu as un problème au cœur. Est-ce que tu iras voir n'importe qui pour consulter? Non, tu vas aller voir un cardiologue qui est spécialiste du cœur. Le problème de la démocratie, je pense, une vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'on va demander au peuple qui s'intéresse, je veux dire, pas grand-chose pour la grande majorité, d'aller voter pour des gens dont ils ne connaissent même pas le programme. Et donc on vote pour qui? Pour le mec qui a une belle photo, pour le mec qui dit deux belles paroles et qui passe bien, mais on n'en connaît pas le programme. C'est ça le problème de la démocratie. C'est terrible ce que tu racontes, parce que dans les fondamentaux, moi je vois par exemple dans ma ville de 70 000 habitants, 70 000 habitants, t'as un garçon qui a des qualités, il est échevin, on dit chez nous, donc c'est quand même un poste à responsabilité, dans des fonctions importantes, dont échevin du personnel et compagnie, il a fait 400 voix. Est-ce que cela est représentatif de la population?
Absolument. Et pour les raisons que tu dis, il est bien passé, on a fait des belles photos. Ça me dérange un peu, ça. Bien sûr. Je pense qu'à l'époque, il y a encore 15 ans de ça, les mecs qui étaient élus, c'était des gens proches du peuple qui faisaient des voix. Est-ce que c'est pas aussi toute cette société maintenant d'Internet, de consommation, qui fait mec que... qui est doué en marketing, il va passer plus qu'un mec qui est doué vraiment. Ouais. Donc tu mets deux mecs talentueux, bah, celui qui est plus doué en marketing va mieux passer. C'est une réalité, ça, il n'y a rien à faire. Et tu as des enfants, tu es devenu un entrepreneur à succès. Toi et ton épouse, quelle vision vous avez pour vos 3 enfants? Quand on voit comment ça se passe, ça fait un peu peur. Hein. Moi, je suis père aussi. Bien sûr. Bah, écoute, j'essaye d'apprendre à mes enfants à réfléchir et d'avoir toujours un esprit critique à tout niveau. C'est de ne pas croire ce qu'on leur dit. Malheureusement, nous ici, on est biaisés par des médias qui sont souvent manipulés et qui vont tous dans une même direction. Et ça aussi, ça, la chance quand tu as une richesse, j'ai envie de dire, d'avoir une biculture, c'est que tu entends des médias de différents horizons. Et je leur apprends à ne pas croire tout ce qu'on dit. Encore plus aujourd'hui, depuis qu'on a l'intelligence artificielle. Je veux dire, toi et moi, aujourd'hui, on peut monter une vidéo, nous faire dire autre chose. C'est terrible. C'est ça. Et donc, j'essaye de leur apprendre à être critique, mais surtout le plus important, à avoir des valeurs humaines. Parce que je veux dire, même si demain, ils sont dans un désert, tout seul, qu'il y a une pauvre femme qui avance à côté, qui aura soif, qui aura faim, ils peuvent aller l'aider, ils vont pas être égoïstes. Donc je pense qu'on doit surtout éduquer nos enfants à avoir de bonnes valeurs humaines. On n'en parle pas assez. On entend beaucoup de coachs aujourd'hui, de mecs qui font du business et qui lancent des clubs, et j'ai même des amis là-dedans, donc moi je ne critique même pas. Mais pour certains d'entre eux, c'est très souvent comment faire votre premier million, comment acheter votre première Ferrari, mais qui parle de comment être une bonne personne. Juste ça. Faire du mieux que tu peux. Tu peux faire tous des erreurs. Je veux dire, on est à personne qui est un ange, mais essaye quand même dans l'erreur, de faire du mieux que tu peux. Mais pour rebondir par rapport à ton business, on est quand même toujours dans de l'humain. Ah, parce que tu parlais de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai pas digitalisé mon business. Moi, c'est des choses qui me font peur dans beaucoup de domaines. On remplace tout le monde maintenant. Est-ce que dans ton domaine... Non. Non, parce qu'on est dans du conseil. Alors moi, malheureusement, et je vais te dire au-delà même de ça, je suis le genre de mec qui va mourir avec ses convictions, Steph. C'est-à-dire que je pourrais être ruiné demain, je pourrais être en faillite, mais je serai en paix avec moi-même. Tu vois, je n'accepte pas de jouer un jeu qui ne va pas respecter mes valeurs. Et c'est depuis toujours. Quand j'ai repris Depostyle en 2009 déjà, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas Instagram, il n'y a rien. Avec mon beau-frère qui est mon associé, j'ai dit, écoute Mohamed, on va prendre aucune usine made in China, on va prendre aucune usine qui ne respecte pas les valeurs que nous on considère comme... Alors, je ne dis pas que toutes les usines made in China ne sont pas bonnes, hein. J'ai dit juste que moi, dans mon Non, business, mais toi, tu as beaucoup de meubles italiens, on travaille encore l'artisanat. Mais même dans le commercial, parce que j'ai Depostyle encore à Anderlecht aujourd'hui, dans le commercial, on m'a dit on va donner une priorité aux fabricants européens, pour des principes déjà de proximité, de service après-vente, de rapidité, mais surtout aussi quand tu achètes un meuble italien, la valeur ajoutée que tu as dans ton produit, elle est nettement plus haute que quand tu achètes un meuble chinois, où tu as déjà payé plus cher en conteneur que le prix de production. Donc à nouveau le bon sens. La main-d'œuvre. Et exactement. Et donc moi je suis quelqu'un qui va mourir avec mes convictions. On me dit tout le monde, il faut passer au digital, il faut passer au e-commerce. J'ai dit écoutez les gars, je suis désolé, mais pour transmettre l'affection que j'ai pour cette chaise, pour t'expliquer le galbe, l'arrondi, le niveau de cuir, je dois te avoir en face. Si je t'ai pas en face, je sais pas te le transmettre. Je peux te faire une vidéo, mais moi je suis un amoureux du détail. Je suis un amoureux du détail. Chaque chose que tu vois ici, je pourrais t'en raconter une histoire. J'ai fait le tour avec toi, j'ai bien compris. Ouais, et on a été encore bref, mais dans chaque meuble, il y a quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Et c'est ça l'idée, c'est que tu n'es pas obligé d'être millionnaire pour t'offrir un beau meuble. Tu peux t'acheter un beau meuble sans être millionnaire, mais ça va toujours demander un effort. Et l'idée, c'est que tu en aies pour ton argent. Moi, je veux que chaque fois que quelqu'un achète quelque chose chez D-Style, à la maison, même une table qui peut paraître presque normale, il la voit comme une œuvre d'art. Parce que ça change la vie, ça rend la vie agréable. Tu as l'impression d'avoir une belle table chez toi, tu te sens heureux, épanoui, tu as envie de recevoir les potes à la maison, tu as envie de créer une vie sociale. Les gens ne font plus ça. Le sport a été important pour toi. Hein, Est-ce que tu y es encore proche? Tu vas au foot? Tu es proche d'un club de futsal? Alors, je suis sponsor et partenaire du futsal Bouraza. Tu connais la présidente Ilham Mejbal, qui est pour moi comme de la famille, que j'accompagne aussi parce que son papa qui a fondé cette entreprise, depuis le début, en fait, son intervention dans le futsal était sociale. Elle est un peu, si je peux me permettre, Ilham, dans le même profil que toi, en version féminine. Oui, je pense que oui. Entrepreneuse, leader, avec des valeurs. Mais qui a aussi un impact très social, très important. Ouais. Et bien sûr, quand elle est devenue présidente du club, donc moi je l'ai connue bien avant, je connais son papa aussi, et c'est une famille que j'aime beaucoup parce que, tu sais, à travers beaucoup de gens, malheureusement, critiquent le business. On pense que faire du business, c'est être égoïste. Moi, je dis toujours non. En fait, les gars, si vous voulez faire du bien, si vous voulez, financer des orphelinats, si vous voulez aider des pauvres, il faut d'abord gagner des sous pour soi-même, soigner sa famille, ses parents, des gens proches, et puis faire du bien autour de soi. Et en fait, c'est une famille qui a ça aussi en elle. Et moi, c'est ce que mon papa m'a toujours appris. Il m'a dit, Ismaël, et c'est aussi ce que notre religion nous apprend. On critique souvent les religions. Mais la religion, elle t'apprend aussi qu'avant de te faire plaisir à toi,
Bah, pourquoi nous, en islam, on a la zakat? Parce qu'on doit donner une Ouais. partie pour aider. Mais après, une fois que tu as donné ça, fais-toi plaisir. Hein. Tu as des centaines de millions. Si tu as donné 2% et demi, il t'en reste 97,5. Hein, c'est pas mal. Hein, Mais donc, tu vois. tu es partenaire de là, vous faites des actions Ouais, bien sûr. sociales. Tu vas encore au foot parce que tu aimes le Alors, foot. moi, oui, j'aime le foot. Je vais voir souvent. Je suis pas un joueur de foot. Moi, j'ai toujours été un joueur de basket. Je pense d'ailleurs comme toi. J'étais un fan de T'es basket. un passionné de basket. Ouais, ouais, un Moi, ça se voit. passionné. Hein. Je dis d'ailleurs à tous les Ouais. fans de basket de venir ici. Il y a des pièces. Il y a que des vous- jeux de collector. Eh ouais. Mais effectivement, j'ai été aussi un joueur de playground. Donc, moi, j'ai pas joué en club. J'ai joué vraiment sur 3 contre 3, dans la lutte contre maintenant, 3, ça devient la exactement. grande mode. J'ai adoré ça, exactement. Hein, du grand temps de la NBA. Mais je suis encore un joueur de temps en temps. Mais sinon, moi, à la base, je suis un karatéka. J'ai couru beaucoup. J'ai adoré courir. Mais je fais encore du sport de manière en fonction, parce que j'ai une santé où j'ai abîmé toutes mes articulations. Et donc, en fonction de comment. Faut aller mollo. Ouais, exactement. Mais je suis encore beaucoup dans le monde sportif, je le suis. J'aime bien la Formule 1, j'ai des amis qui sont dans le Tu vas au monde foot? automobile. Je vais voir le foot, ouais. Hier, j'étais justement au match Bourassa contre Anderlecht, hein, la première équipe. Ce soir, je vais à l'Union contre Marseille. Donc, ouais, j'aime encore. Ah, tu vas voir Union, là, Ouais, j'ai à l'Union contre Monsieur a Marseille. des places, monsieur, il y a de la chance. Écoute, C'est des denrées. je sais pas. Non, parce que c'est des denrées rares, tout le monde cherche. suis à travailler J'ai dur 100 000 copains qui m'ont dit, t'as pas des places. Non, j'en ai Ouais, pas. ouais. Si je te demande ça, c'est que quelle perception tu as du football belge en général, des clubs, je parle pas de l'équipe nationale, mais des clubs, ils sont bien gérés ou mal gérés? Alors, On donne trop d'argent aux footballeurs ou pas? non, je pense pas. Non, je pense pas qu'on donne trop d'argent aux footballeurs. Tu sais, pour pouvoir dire on donne trop ou pas trop, il faut voir ce que ça rapporte. C'est une question de business et c'est comme dans tout. Tu vas en vacances en été, ton avion il coûte beaucoup plus cher parce qu'il y a plus de demandes. Aujourd'hui, le foot, faut être réel. C'est une dynamique quand même. C'est un moteur. Regarde la Louvière, très belle région. Moi, c'est une région que j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup d'amis. Et t'entends parler de la Louvière quand la Louvière est en D1. La Louvière tombe, descend. On n'entend plus parler de la Louvière. Elle est aussi Donc, tenue, parce que je connais bien la situation, par un homme d'affaires, Salvatore Icoraba. ouais. Ce qui fait un peu peur, je trouve, il s'est très bien entouré, hein, mais si un jour lui s'en va, Mais c'est souvent comme ça. C'est ça qui fait mais c'est un peur. truc de foot, mais bien sûr. Mais ça, pourquoi? Parce qu'à nouveau, malheureusement, les institutions communales, régionales, ne mettent pas les moyens qu'il faut. Parce qu'effectivement, un club ne devrait pas dépendre d'un homme d'affaires qui est amoureux de sa région. Elle devrait dépendre aussi. Tu sais, moi, la vérité, le sport m'a sauvé, Steph. Moi, je suis de la cage aux ours. Hein. Tu connais la cage aux ours? Tu connais ce nom? T'as jamais entendu? Scarbeck, la cage aux ours. C'était un rond-point où il y avait un petit parc, il y avait le train qui passait au milieu. Mais imagine-toi, on a donné ce nom, la cage aux ours. Moi, à 8 ans, j'ai vu des mecs se faire tirer dessus, j'ai vu des mecs se faire pointer et j'ai vu des mecs mourir à 8 ans. C'est pas normal. Le deal de la drogue était un business régulier, normal. C'est pas normal. Et c'est le sport qui m'a sauvé. Et donc, le sport, en fait, ça devrait être mutualisé. Les enfants dans les quartiers, je vais dire, défavorisés ou dont les parents n'ont pas les moyens, ils devraient aller au sport gratuitement. C'est pas normal qu'on fasse payer une cotisation à un père ou une mère qui a déjà pas les moyens de s'en sortir. Mais moi, parce que tu parles du futsal et sont mes amis à la Squadra Moucron, on était en première division, on avait 500 gamins. La commune gamins, nous tu te donnait rends 450 € et on payait 13 000 € de salle. Quand j'allais voir les élus politiques, je leur dis, mais c'est même pas 1 euro par gosse. Je dis, et vous préférez qu'ils fassent quoi, les gosses? Qu'ils aillent fumer du haki, comme disait Coluche, C'est ça, et faire les cons, ou bien faire du sport? Comment on encourage Alors ils te répondent, on n'a pas les moyens, alors on doit le faire pour tout le monde. Mais est-ce que la priorité, c'est pas nos jeunes? C'est quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? C'est nos jeunes, de faire du sport, de la culture, de la danse, de la musique. S'occuper, que ce soit les arts appliqués, qu'ils soient des arts de dessin, le théâtre, la danse, le théâtre, peu importe, c'est déjà faire quelque chose. C'est déjà faire quelque chose. Et le sport a, en plus, comme de toute façon tous ces arts-là, hein, ce qu'ils ont, c'est qu'ils t'apprennent la discipline et ils t'apprennent l'effort. Un mec qui fait du sport, il a la notion de l'effort. Et je pense que moi, je le vois avec plein d'entrepreneurs que je connais. Pour la plupart, surtout ceux qui ont été assez loin, il y a cette hargne qui vient du monde sportif. Ouais, ce qui est complètement réducteur aussi, c'est qu'on a toujours, notamment dans le foot, on fait passer, on dit que tous les immigrés, les enfants de la migration, heureusement qu'il y a eu le sport pour s'en sortir, mais le nombre de Belges, de petits blancs, mais non, mais il faut le dire aussi, qui ont été sauvés par le sport. En fait, le sport, c'est fédérateur pour quelle que soit ta couleur de peau. Fédérateur. Quel que soit, c'est fédérateur, le regarde une sport. Coupe du Monde, regarde, je veux dire, c'est un truc quand même
incroyable. Et honnêtement, pour moi, ça devrait être un bien public. Le sport devrait être un bien public. Comme on a mis des trams à disposition, bien sûr, les gens payent un petit peu ou quoi, mais tu as une Je trouve qu'on devrait donner beaucoup plus d'accessibilité au sport. Exactement. Au sport et à la culture. On est en train de saigner tout ça. Exactement. Moi, ça me fait un peu peur parce que je suis papa de fille. J'en ai une grande qui est dans le milieu artistique. Et je pense que ce qu'il a sauvé, c'est de faire cela. C'est de faire du théâtre, de la lecture, de l'écriture. Il faudrait encourager. Et voilà, et j'ai envie de dire, moi, c'est un message que je transmets aussi, vraiment j'interpelle le monde politique, tu vois. Les amis, s'il vous plaît, on a besoin de remettre les priorités. Alors je sais très bien, on va me dire, oui, mais les finances vont mal et tout. Mais il n'y a rien à faire. Et à un moment donné, c'est la question de l'œuf et la poule. Je veux dire, si on ne motive pas ces jeunes, ils vont arriver à un niveau où, dans leur vie, aujourd'hui, les jeunes, ça a la flemme, ça ne veut plus sortir, ça va aller en vacances 6 fois par an, ça ne veut pas travailler parce qu'on cherche la facilité. C'est les réseaux sociaux qui ont fait ça. Hein. Et maintenant, c'est là. Donc, je présume que, comme moi, tu dois pas être un grand fan des influenceurs et des influenceuses. Non, pas du tout. Non. J'ai du mal, moi, avec ça. Non, parce que, voilà. Et à nouveau, je ne veux pas jeter la pierre à tout le monde. Non. Mais malheureusement, en fait, tu sais, les influenceurs, c'est un peu comme, en fait, le foot, le grand foot. Quand tu vois finalement, toi, tu es en plus spécialiste foot, tu prends mais le monde entier. Tu as combien de millionnaires dans les footballeurs? 100, 200, 500, peut-être 1000. Tu as combien d'inscrits dans les clubs? Je pense peut-être 500, 600 ou 800 millions peut-être. On parle en centaines de millions. Donc, et le problème, c'est que c'est faussé. C'est-à-dire que les enfants, les jeunes, nous tous, on veut tous devenir des Benzema, des Cristiano, des Messi, nos enfants, mais pas parce qu'eux aimaient le foot, parce qu'eux sont devenus ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils aimaient le foot. Nous, aujourd'hui, c'est les parents qui investissent dans leurs enfants. Donc, les parents forcent les jeunes à aller à l'entraînement. Ils pensent que c'est la poule aux œufs d'or. Voilà, exactement, c'est la poule aux œufs d'or. Et on force un peu les enfants à faire des choses parce que l'objectif, c'est pas que ton enfant soit épanoui. L'objectif, c'est que ton enfant, il signe en première division. Et c'est là l'erreur. Non, laisse l'enfant s'amuser, laisse-le. Et si son talent l'amène en première division, tant mieux, ce sera un homme heureux. Moi, quelqu'un que j'apprécie énormément, que je connais pas personnellement, c'est Eden Hazard. Je trouve que c'est extraordinaire, ce garçon. Comment Eden se comporte. Son attitude. Je ne vais pas dire de je m'en foutiste. En fait, il est authentique. Il est authentique. Il a joué à son plus haut niveau tant qu'il le pouvait. Et à un moment donné, quand son corps a dit je ne peux plus, ou j'ai plus envie, tout simplement. Ou j'ai plus envie. Il n'y a pas de problème. Il pouvait encore faire des efforts, et prendre quelques paquets de millions. Ouais, mais c'est parce qu'on l'aime. D'ailleurs, je pense que ça ne trompe pas. Je pense qu'en Belgique, on l'aime beaucoup pour ça. Mais bien sûr. Parce qu'en fait, on vit dans une société où les gens trichent et que l'authenticité. Lui, il n'a pas triché, ni pour de l'argent, ni pour autre chose. Et franchement, je dis chapeau bas à l'artiste. Il était je salue. Et franchement, bravo. Et en fait, c'est ça. Là, tu vois que c'était un mec qui aimait le foot. Il a aimé, et quand il a pu... Et lui, il jouait au foot. Voilà. Moi, j'ai la chance, c'est un copain, j'allais le voir jouer à Chelsea. Et, en fait, il jouait là-bas comme s'il jouait avec ses copains dans le jardin. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et il a quand même été dans le top 3 mondial. Et c'était un des meilleurs joueurs au monde. Voilà, point. Et bravo. Mais en fait, tu vois, et c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, les influenceurs, les influenceuses, pareil, ça ment aux jeunes. Donc, on en voit quelques-uns qui gagnent assez bien leur vie, mais souvent, pour la plupart, je ne vais pas généraliser à nouveau, mais pour la plupart, en ne montrant rien d'exceptionnel. Mais ça pousse les gens à devenir influenceurs parce qu'ils voient que, bon, voilà, le mec a une belle voiture, une belle ci, une belle ça, il ne fait pas grand-chose de sa journée. Mais quand tu les entends parler vraiment dans leur vie privée, la plupart sont déprimés. Ils ne se sentent pas, je veux dire... Bien. Oui, honnêtement. Mais c'est pour ça que je voulais aussi faire, avec Ahmed, ton interview, c'était aussi pour que nos jeunes qui vont nous regarder se rendent compte aussi que on ne devient pas un entrepreneur à réussite si on n'a pas ces valeurs-là. Je pense qu'on laisse trop rêver des jeunes en disant, tu sais, tu vas faire 2 pubs pour un produit et machin, tu vas devenir entrepreneuse, parce que tu vas être une influenceuse. Non, ça n'existe pas. Moi, je pense tout le temps, c'est ce que j'ai dit à mes enfants, la notion du talent. J'ai une dernière question. Je t'en prie. La FIFA a donné un trophée de la paix à Donald Trump. Moi, ça m'a c'est choquant. Dégoûté. C'est choquant. Parce que, déjà, la FIFA ne devrait pas faire de politique. Ce n'est pas son rôle. Et honnêtement, parce qu'après, toi, tu vas juger, moi, je vais juger. Peu importe, on peut avoir des avis contraires. Mais c'est ridicule parce que si on commence comme ça. On est foutu. Je veux dire, il est où le foot, en fait? Infantino a vendu son âme. Bah oui, à 100%. À 100%. Je veux dire, qui il est déjà, lui, déjà, qui il est pour donner un trophée de la paix. Mais on sommes d'accord. On n'est pas. C'était choquant. Non, bien sûr. Et ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la FIFA est une des entreprises les plus riches au monde. Bien sûr, exactement. Au monde. Et eux décident d'attribuer un prix à Trump qu'ils ne méritent pas. Enfin, ça c'est personnel. Bien sûr. Je n'ai rien.
Et puis qui suis-je pour être contre ou pour Trump, mais ce prix-là, il ne le mérite pas. Exactement, et je suis désolé. Tout est basé sur le pognon, ses convictions. La FIFA n'a pas, ni la FIFA ni l'UEFA. T'as pas la légitimité. À faire ça. Nous sommes D'ailleurs, d'accord. malheureusement, on le voit aussi ces derniers temps. On a bien vu comment ils ont banni la Russie très rapidement pour ce qu'ils ont fait pour la guerre en Ukraine. Ils n'ont pas encore jugé de la raison pour laquelle il y a eu cette guerre, mais en tout cas, dans tous les cas, ils ont banni après 4 jours, je pense. Ils ont dit, OK, on exclut la Russie des compétitions internationales. Je veux dire, on a quand même tous vécu ce drame israélo-palestinien où tu as une armée qui bombarde une population civile qui n'a pas d'armée et qui a tué des centaines de milliers de civils. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait, c'est un acte, je veux dire. Non, mais ça, moi, je veux bien l'entendre, mais je veux bien l'entendre, ça. Moi, bien sûr, on est tous touchés, et c'est dramatique par ça. Mais il y a aussi ce Hamas qui est là et qui se comporte comme des dingues. Ouais, mais on peut parler de l'Hezbollah au Liban aussi. En fait, c'est ça la difficulté. Stéphane, t'imagines un truc, regarde. Si toi, tu fais une connerie, est-ce que moi, j'ai le droit d'aller tuer ta fille? Ah non, mais moi, je suis. Point. Ça s'arrête là, en fait. Hamas a fait aujourd'hui avec les moyens que Israël a. Tu as vu quand même quelle armée de malades ils ont. Quand ils veulent cibler quelqu'un, tu as ton bip dans la poche et t'exploses tout seul. Ils n'ont pas besoin de tuer des centaines de milliers de civils. Ce qui est encore une fois terrible, c'est que c'est les civils et que c'est les femmes et les gosses et tout ça que tout le monde prend. Et dans les deux sens. Mais nous, moi, ce que j'essaye parfois de dire aux gens, mais bien sûr, je suis touché par ça, mais nous, ici en Belgique, moi, je veux. Alors, on me dit, quand tu te positionnes pas, c'est que tu laisses faire. Mais d'avoir un camp. Non, c'est pas de toute façon. Moi, par exemple, j'ai pas de camp. Moi, je suis c'est dramatique. Non, mais je suis dans le camp de la paix. Moi, c'est dramatique que ça soit des deux côtés. Et bien sûr, les Palestiniens, ils ont pris très cher. Je pense que tous les deux, on a des amis israéliens, on a tous les deux des amis juifs. Et moi, je le rappelle très, très souvent. Il faut le rappeler. Le Maroc et les Marocains ont une amitié extraordinaire, que ce soit avec le peuple d'Israël ou les Juifs. On a été parmi ceux qui ont défendu le plus les Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale. Va au Maroc et dis ça le Juif. Mais c'est parce que... Essaye, va au Maroc. Oui. On ne peut pas, c'est impossible. Mais c'est parce que aussi, Ismaël, maintenant, on est géré dans ce monde par des fous furieux, on est manipulé, que les populations subissent, et que nous, il y a le Hamas qui font n'importe quoi, on a Netanyahou, moi j'assume, qui fait n'importe quoi, alors on a Trump qui déconne, on a Poutine qui déconne, et nous, on est là, les populations, et on voit nos pères, nos mères, nos enfants mourir, et ça, enfin, c'est quand même compliqué. Et moi, j'espère encore vivre un petit moment, mais chez moi, on dit le pain est cuit, quoi. Mais c'est pour nos enfants. Non, faut pas dire ça. C'est pour nos enfants. C'est pour ça que c'est important aussi quand on fait des podcasts, pas parler que de business, que de sport, parce qu'en fait, finalement, tout est lié. Tu sais, même, regarde, quand il y a eu le Covid, il n'y avait plus de matchs. Je veux dire, quand il y a une guerre, les pays en guerre peuvent plus jouer, les équipes, elles sont plus à l'aise. Enfin, et en fait, tout est lié. On a un système où on est tous des chaînes, des maillons. Et c'est ça qu'il faut faire, Steph, c'est apprendre aux gens, tu l'as dit tout à l'heure, à vivre ensemble en toutes circonstances. Ouais, si on apprenait à le vivre ensemble, ça serait déjà beaucoup plus facile. Ce serait magnifique. Et ça commence par toi et ton voisin, en fait. Et tu sais, le voisin avec son voisin, et le voisin avec son voisin. C'est apprendre à vivre ensemble aussi, et il y a un mot dans le respect. Dans le respect. J'allais te le dire. C'est de pouvoir, mais bêtement, samedi, je suis allé voir un petit spectacle avec ma dernière de Saint-Nicolas, il y avait des enfants là. Ben, t'as 2-3 gosses qui font les cons, qui perturbent toute la salle, et des parents sont là. C'est ça aussi le respect. Les parents étaient de toute obédience. Je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'ils étaient. Mais tu peux pas dire à tes gosses respecte l'autre. Et en fait, c'est toujours nous qui faisons l'éducation de nos enfants. Les enfants, c'est le fruit des parents. Moi, parfois, je dis à des gens, ton fils a fait telle connerie, c'est dramatique, mais c'est que quelque part, tu as peut-être raté quelque chose. Oui, quand il est enfant, bien sûr, oui, c'est ça. Après, malheureusement aussi, on peut pas en vouloir. Aujourd'hui, tu vois, tu as les parents, souvent les deux travaillent. C'est compliqué. Et honnêtement, en fait, ton gosse, c'est pour ça que l'école aussi, l'enseignement est très important, Steph. T'as des gens, les enfants vont à l'école. Ils passent plus de temps à l'école qu'avec leur père ou leur mère. Ils arrivent à la maison. Tu peux pas demander. Alors, les enseignants, ils donnent cours, ils peuvent éduquer, mais ils peuvent pas se substituer, aux parents. Enfin, faut trouver l'équilibre. Il y a des parents qui abandonnent. Il y a un rôle à jouer. Moi, par exemple, petit, mon père me disait, Isma, ton professeur, quand c'était un mec, il me disait, c'est ton deuxième père. T'imagines la force du truc? Parce que j'avais jamais le droit de dire le prof, c'était un Non, mais c'est parce que tu as été éduqué comme ça. Moi, j'étais un fils de directeur d'école et d'enseignant. Mais nous, à l'époque, j'ai déjà dit 100 fois, on avait peur du facteur, de l'enseignant, du curé, même si tu n'étais pas catholique. Moi, j'étais pas catholique. Raison, mais quand même, il y avait le respect. Mais il y avait le respect. Quand le facteur, il venait, du policier. Exactement. Maintenant, le respect. Tu sais, moi, je prends les transports en commun. Tu vois des dames avec leurs enfants chargés avec leurs sacs. Il y a des jeunes, ils rentrent.
Tu penses qu'ils vont s'écarter pour laisser les dames, ils en ont rien à foutre. Moi, chaque fois dans le métro, je me lève pour laisser la place aux gens. Mais parce qu'on a été éduqués comme ça. Je sais que ma fille fait ça aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est ça. C'est aussi pour ça que c'est important aussi de le partager. Je pense que les jeunes aujourd'hui n'ont plus beaucoup de rôle modèles. Les rôles modèles qu'on a, c'est les influenceurs. Ouais. Les stars. Ça, c'est vrai. Tu vois. Et donc, en fait, ces gens-là, on les voit pas dans la vraie vie. Tu verras rarement, par exemple, un Cristiano Ronaldo se lever dans le métro et donner sa place à quelqu'un. S'il le faisait, ce serait génial, mais il n'est pas dans le métro. Il y a Kenny Reeves, l'acteur qui le fait, et tout le monde met ça en valeur. Voilà. C'est très bien de mettre ça en valeur. Mais il en faudrait plus. Il en faudrait parce plus. Parce qu'en fait, ça doit rappeler. Mais j'en ai un modèle. Voilà pourquoi on a fait l'interview avec Ismaël. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Écoute, moi je suis juste ravi de te recevoir. En fait, et j'ai accepté aussi de faire ce podcast avec toi parce que j'apprécie ta grande gueule, je veux dire, et ta sincérité. Tu vois, tu as quelque chose, je pense que tu as été critiqué dans les médias et on oublie souvent que déjà, comme on dit, que le premier qui jamais fauté lance la pierre, mais même un mec qui faute a des fois de très très grandes qualités. Et je voulais te rendre hommage parce que même dans tes erreurs, tu as toujours assumé par les vrais. Et on te retrouve, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'étais très ravi de te retrouver. En marocain, on dit choukran. Mais comme j'ai habité en Algérie, on dit saha. Voilà, exactement. Et voilà, choukran ala wajib. Merci, ravi de t'avoir reçu. Et je connais un autre nom aussi. Je gazouille un peu en arabe. Et un nom que j'adore parce que je trouve qu'il y a deux mots que j'aime bien en arabe. Il y a le mektoub. Ouais. Ça, j'en suis convaincu. Avec ce qui m'est arrivé. Ça s'appelle le destin. Exactement. Ça veut dire qu'il faut laisser faire les choses. C'est comme ça. Et c'est Bezef. Alors, je vais quand même t'appeler. Parce que c'est trop. Et c'est souvent trop. Ouais. Alors, ce qui est génial, parce que le mektoub, chez nous, c'est quelque chose, bien sûr, de très fort. On croit au destin. On croit au destin. Par contre, il faut aussi quand même rappeler, parce que des fois, certains se cachent sur le destin. Alors oui, moi, j'ai eu une blessure au genou. C'était le destin. Je veux dire, je ne l'ai pas provoqué. Ah ouais, tu me dis, oui, ce matin, sauté. Mais je veux dire, j'étais entraîné pour sauter. Donc, OK, elle est arrivée. Et dans mon destin, ça a été un très beau cadeau. Un très, très beau cadeau. Par contre, il y a toujours qu'est-ce que j'ai fait de ce cadeau. C'est-à-dire, j'aurais pu aller me battre avec. C'est la fin du monde, j'arrête. Voilà, c'est tout. Bon, je veux une mutuelle, je veux rester à vie à la mutuelle et glander. Et il y a le truc où, en fait, comme tu ne connais pas ton destin, et c'est ça, en fait, la liberté qui est géniale, en fait, à la fois dans la croyance de ce destin, mais aussi dans la croyance que Dieu te laisse quand même maître de tes actions et maître de ton destin, parce que malgré la diversité, tu as encore le choix de réagir. Et tu choisis, toi, de comment réagir. Et moi, pour être très honnête, puisque tu m'expliques ta version du Mektoub, ma version du Mektoub, elle est terrible. J'étais manager de l'équipe d'Algérie et j'avais un joueur qui jouait à la JS Kabylie, qui s'appelle toujours Farouk Belkaïd. C'était un magnifique joueur, un peu à la Zidane. Il était international algérien. L'Algérie n'avait pas... C'était l'année C'était en 2003. Et... Tu as connu Nadir Belhaj, alors? Oui. Très bon ami à moi. C'est moi qui fais sa maison privée. Donc, pour ton information, la première sélection qu'a eu Nadir. Ouais, c'est toi. Ouais, et il était à Guignon avec Mansour Boutabout. Incroyable. C'est moi qui vais chercher la bière. Et je suis ami Instagram avec lui, on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Moi, c'était un vrai ami. J'étais chez lui au Qatar, il est venu chez nous. Donc, quand tu vois Nadir, tu l'embrasses. Mais j'ai cette histoire avec Farouk Belkaïd, il y a eu le tremblement de terre. Moi, je l'ai vécu à Alger, c'était terrible, vivre ça. Et Farouk est venu en sélection le lendemain du tremblement de terre. Et on m'avait dit que ça a tremblé, il est monté sur le toit et toute sa famille est décédée. Moi, je l'ai vu arriver en sélection. J'ai dit, Farouk, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, en tant qu'Européen, je dis, qu'est-ce que tu fais là, mec? Il m'a dit, Monsieur Stéphane, c'est le Mektoub. Il y a deux solutions. Ou je pleure, ce qu'on fait nous, Européens, et ça peut durer des mois et des mois, mais qui ne vont pas ramener ma famille. Il a dit, mais mon père, il m'aurait dit de continuer d'aller jouer. Voilà. Moi, d'ailleurs, même quand j'en parle encore, j'ai dit, OK. Et j'ai beaucoup retenu ce message de Farouk. Et même quand il m'est arrivé des ennuis, j'ai dit, c'est comme ça. Peut-être aussi que c'est de ma faute. J'ai peut-être aussi provoqué des choses qui font que j'ai été puni. C'est peut-être possible. Mais par contre, le destin fait que je dois avancer pour les miens. Et c'est la meilleure des choses. Voilà ma notion du elle est très bonne. C'est un bel exemple parce qu'en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, quand tu as cette conviction en toi, tu vois, ça t'aide à traverser les épreuves. Parce que finalement, tu dis, OK, c'est là, c'est fait, ça ne sert à rien de me morfondre là-dedans. Donc, tu ne cherches que la bonne réaction. Et bravo, tu as une définition du Mektoub qui se rapproche des musulmans. La vie va continuer. À bientôt. Allez, ciao. Inch'Allah.